monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans votre émission dominicale Zone Franche. La nouvelle gouvernance locale se met progressivement en place et tout porte à croire qu'elle sera sans commune mesure avec la précédente et pour cause, en dehors des initiatives du gouvernement pour améliorer la gestion de nos villes. Les partis politiques également sont à pied d'œuvre pour accompagner leurs élus. Mais quelle forme prendra cet accompagnement? Les maires, les nouveaux maires ont-ils vraiment les mains libres pour mettre en œuvre leur programme d'action à la tête de nos collectivités locales? Voilà autant de questions et bien d'autres que nous poserons à notre invité du jour. Il est du parti Union Progressiste. Il s'agit du député Gildas Agonkan Diobloski qui est membre de l'Union Progressiste. Union Progressiste qui a récemment rencontré les maires élus sur sa bannière pour sans doute leur indiquer les orientations, la ligne de conduite à avoir dans la gestion des villes remportée par ce parti politique. Et bien pour nous entretenir le député, je suis avec Tanguy Agoy. Tanguy, bonjour. Bonjour André Doussa, honorable Agonka, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée à Canal 3 Bénin. André Doussa l'a rappelé, le week-end dernier, le parti a rencontré les maires et adjoints élus sur la liste donc de ce parti-là, le parti Baobab. Pourquoi cette rencontre? Sont-ils venus recueillir, je dois dire, des consignes comme un bon soumis ferait justement au pied de son maître? Mais vous permettrez d'abord, avant tout propos, que j'ai une pensée pour mon collègue Demolé Moko, Oui. qui nous a quittés suite à une maladie rapide. Je voudrais avoir une pensée pour lui et pour l'ensemble de ses proches, sa famille et tous ceux qui pensent que véritablement il est parti en laissant ses collègues dans la désolation. Et je voudrais, d'ailleurs, à cet effet, je ne sais même pas pourquoi Tanguy, sans doute c'est pas Peter, pourquoi il ne nous a pas fait la question de savoir, justement, à l'Assemblée nationale, puisqu'en ce moment, ce ne sont pas les initiatives législatives, encore moins le contrôle de l'action gouvernementale, qui font parler de l'Assemblée nationale. C'est justement la pandémie, la Covid-19. Oui, on regrette la perte de votre collègue, l'honorable, à qui nous allons souhaiter vraiment qu'il puisse reposer en paix. Et vous, dites-nous, vous avez fait le test, quel est le résultat de votre test, honorable Agonkan? Je voulais rappeler que les députés ne sont pas des surhommes. Les députés sont des hommes ordinaires, comme vous et c'est nous, et que nous sommes tous des personnes qui pourraient être atteintes par ce mal-là, qui est devenu un mal planétaire. Oui, moi je vais faire le test, c'est la deuxième fois que je fais le test. Je l'ai fait déjà précédemment, une autre fois, mais après le décès de notre collègue, le président du Parlement a fait la démarche très diligente de faire en sorte pour que tous les députés systématiquement soient dépistés et que l'Assemblée nationale soit désinfectée, comme on le dit, puisque le collègue en question était avec nous le 2 juin lors de la dernière session parlementaire. Donc j'ai fait mon test. Je crois que si je suis devant vous, c'est que je suis déclaré négatif. Mais ce n'est pas en soi une satisfaction. Qu'en est-il des autres députés, les 81 autres députés? On a entendu de grandes rumeurs circuler, une bonne vingtaine seraient testés positifs, on a dit qu'il y en a un à confirmer, puis c'est le stress carrément au niveau du Parlement. Ça va pour le moral? C'est vrai qu'on a lu aussi sur les réseaux sociaux que 22 députés seraient infectés. Non, je ne pense pas, puisque moi, le jour où on a fait le test, la plupart des collègues qui étaient avec moi étaient déclarés négatifs parce qu'on avait la possibilité, en tout cas tout au moins au TDM, au test sanguin. Je ne sais pas l'autre test, mais s'il y avait des collègues qui étaient infectés, je crois que les mesures seront prises, ils seront mis en quarantaine, isolés, leurs familles, tout le protocole de prise en charge pour que véritablement ils ne puissent pas répandre le mal. Donc je crois qu'effectivement il y a une psychose. Le Parlement était devenu subitement comme le foyer de développement de la pandémie. Non, je crois que nous sommes des hommes comme les autres, comme nous sommes une administration, comme ici à Canal 3. Je ne sais pas si on fait le test ici, qui serait positif, qui serait négatif, on ne sait pas. L'essentiel, c'est que chacun de nous... Touchons du bois, honorable, et souhaitons que... L'essentiel, c'est que chacun de nous puisse tout faire pour adopter les mesures recommandées pour que véritablement ce mal ne se développe pas. Avant d'en venir justement à l'observation par les citoyens de ces mesures-là,
Est-ce qu'il y a eu des quarantaines en ce moment à l'Assemblée nationale? Y a-t-il des députés isolés? Seul le président du Parlement pourrait le dire. Moi, je ne saurais le dire parce que je ne sais pas si parce que c'est une maladie ordinaire, comme tant d'autres, avec laquelle il faut désormais vivre. Pourquoi est-il si difficile de pouvoir dire, par exemple, oui, à l'Assemblée nationale, il y a eu tel nombre de cas, etc. Je ne suis pas spécialiste de la gestion des maladies, des pandémies. Moi, je fais le constat que la plupart des députés que moi j'ai appelés quand je suis rentré chez moi, ils sont dans la liberté. Je ne sais pas si j'apprends qu'il y aurait un député qui serait infecté et que des mesures auraient été prises pour ça. Si c'est ça, souhaitons que ça soit vraiment rapide et que ce collègue éventuellement n'ait pas des antécédents médicaux, parce que en réalité, ceux qui tuent le plus, et le ministre l'a rappelé la fois dernière, c'est ceux qui ont des antécédents médicaux, ceux qui sont hypertendus chroniques, des diabètes chroniques, des gens qui ont l'asthme chronique, c'est tout cela réuni qui vient porter le mal. Donc il faut souhaiter que chacun de nous puisse jouer le rôle qui est le sien, parce que le gouvernement joue déjà pleinement son rôle d'information, de sensibilisation, de mise en place de dispositifs pour endiguer le mal. Maintenant, il y a la conscience individuelle que nous devons chacun de nous prendre. Et je n'ai pas l'impression que le Béninois a conscience que le mal est devenu une réalité. Et quand on circule dans Cotonou, quand on circule dans les villes, à Calavi, ainsi de suite, on a l'impression qu'une sorte de banalisation du mal. J'ai dit tantôt que c'est lorsque les Béninois sont sur moto qu'ils portent le masque. Et lorsqu'ils descendent, ils sont en groupe, ils ne portent pas le masque. C'est comme si on porte juste le masque par contrainte ou par crainte de la police. Or, ça devait être un réflexe pour que chacun de nous puisse adopter les mesures idoines pour éviter la propagation de ce mal qui, véritablement, a commencé par s'installer véritablement chez nous. Vous êtes un élu, vous saluez, c'est bien de saluer les efforts du gouvernement, mais vous-même, est-ce que vous ne vous sentez pas interpellé par le comportement des citoyens qui ne respectent toujours pas les mesures barrières? Absolument. Non seulement je suis interpellé, mais je suis inquiet. Je suis inquiet parce que quand on écoute l'actualité, on fait le constat qu'il y a une sorte de désacérbation de la pandémie en Afrique qui commence. Ça a été annoncé, nous l'avons banalisé, et je crois que toute la communauté doit prendre l'exemple. J'ai vu votre directeur, je ne sais pas s'il est encore il est devenu maire de Djougou, s'il est encore ici dans... C'est le maire de Djougou. Le maire de Djougou, vraiment faire l'alerte dans un discours assez passionnel, assez probant, pour appeler vraiment toute la communauté à prendre conscience de ce qui se passe. Et on ne le dira pas assez, lorsqu'il y a des passages de vie à trépas, c'est toujours pas bien pour la communauté. Il faut souhaiter que mais il y a très peu de politiques comme ça qui se livrent justement à cet exercice-là de sensibilisation avec des mots qui sont poignants. Et même quand on a vu un peu les chiffres bondir, beaucoup accusent les hommes politiques. On est sorti d'une période électorale, d'une élection où on a vu le comportement des hommes politiques qui n'ont pas du tout, en tout cas, aidé à endiguer un peu, je dois dire, la propagation de ce mal-là. La campagne électorale faite parfois même en mobilisant beaucoup de monde. On a vu des caravanes dans ce pays à Boycon. On a vu des regroupements sur des lacs, etc. Les hommes politiques n'ont pas du tout été conscients de l'enjeu. C'est vrai qu'il faut le dire, mais il faut relativiser. Vous êtes tous conscients que la campagne électorale telle que nous l'avons connue la dernière fois n'était pas celle que nous connaissions au Bénin. Il y a quand même une discipline qui s'est quand même fait ressentir. Moi, j'ai fait la campagne pendant 2 semaines à Aboumé. Je n'ai plus eu des rencontres de grandes foules, de meetings. Non, tout était resté un peu dans des normes recommandées. C'est vrai qu'il y a eu des exceptions, des exagérations, ça et là. Mais il faut continuer la persuasion pour que chacun de nous puisse prendre conscience, quelle que soit la position que nous tenons. Députés, ministres, citoyens lambda, enseignants, infirmiers. Chacun doit comprendre que véritablement, il y a une réalité qui s'impose aujourd'hui. La pandémie est en train de s'installer véritablement chez nous. Pourquoi avoir arrêté justement la sensibilisation? Avant les élections ou avant l'élection, on a vu les hommes politiques s'engager, sensibiliser, etc., offrir des masques, etc., les gels, etc., tout le monde. Et puis dès qu'on a proclamé les résultats, il n'y a plus rien. Non, mais vous savez, lorsqu'on donne des masques, lorsqu'on donne des gels, lorsqu'on installe des dispositifs de lavage de mains, on ne va pas installer tout le temps, c'est le même qui sera toujours là. La sensibilisation continue. Donc,
si vous avez l'impression qu'il y a une régression dans la sensibilisation, moi je lance l'appel qu'il faut accentuer. En tout cas, le gouvernement du pays n'a pas lâché, donc du moins le gouvernement n'a pas lâché, nous n'avons pas l'intérêt à lâcher. En tout cas, au Parlement, le président du Parlement, le président Vavonou, est toujours dans cette dynamique-là. Je crois que si nous sentons quelquefois qu'il y a une faiblesse, qu'il y a une faille dans le dispositif de conscientisation, il est important que chaque jour, on puisse revenir sur ça pour que nous soyons au même diapason que l'ensemble des communautés. Votre réponse à la question de Tanguy Agoy ne répond pas bien, je peux le dire ainsi. On a vu des hommes politiques, candidats ou pas, à l'orée des élections municipales, faire beaucoup de dons de masques. On peut considérer que bon, le dispositif de lavage ne se détruit pas, en tout cas rapidement, et que ça peut continuer toujours à exister aux endroits où ça a été offert. Mais qu'en est-il des masques? Pourquoi on a cessé brusquement d'offrir des masques aux citoyens? C'est que nous voulons vraiment que les citoyens se protègent et protègent leurs voisins. Cette générosité s'est estompée tout d'un coup. Comment comprendre cette affaire-là? Si vous voulez me faire dire que le don des masques était vu comme un outil de propagande, vous le dites. Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Ce qui est sûr, il est important que nous poursuivions inlassablement cette conscientisation parce que le mal est là, il faut le reconnaître. On va vider le dossier. Rapidement, à l'Assemblée nationale, le palais des gouverneurs a-t-il été désaffecté? Absolument. Le président Vavonou a pris toutes les dispositions. En tout cas, moi, j'ai vu que les éléments étaient venus et on a évacué tout le monde, on a désinfecté. J'espère que ça va être une solution pour vraiment... Vous l'avez réglé les mains désormais avant d'entrer. Enfin, je prends cette précaution. Plaise à Dieu que je n'oublie jamais de le faire et le souhait est que autour de moi cela se fasse. On va vider le dossier coronavirus en même temps. Il y a eu la décision du gouvernement d'apporter un soutien à ces secteurs qui ont été éprouvés quelque peu par la pandémie, ces secteurs économiques et ces individus aussi. On a parlé de 114 milliards de francs CFA. Vous êtes à l'UP, l'Union progressiste, qui est quelque peu socialiste. Comment vous voyez, apprécier, je dois dire, cette démarche du gouvernement? J'allais dire socialisant, l'UP. Ajoutez tout ce que vous voulez. Non, je crois que le gouvernement, il faut saluer, il faut féliciter le gouvernement. Vous savez, lorsque le chef d'État avait fait son premier discours par rapport à la pandémie, il y avait des voix qui sont levées pour dire qu'il n'a pas accompagné cela de mesures financières. Alors on se dit, mais accompagner de mesures financières sur quelle base? Le gouvernement a pris le temps de faire le constat, de faire l'inventaire des besoins réels. Il y a eu des études, il y a eu des recensements, il y a eu des collectes d'informations qui ont permis de cerner l'ampleur du désastre économique que devaient vivre nos entreprises, aussi bien dans l'informel que dans le formel. Et c'est par rapport à tout ça que le gouvernement a mis en place actuellement ce financement qui viendra soulager véritablement l'ensemble de nos populations. Parce que véritablement, il y a eu un désastre en matière de perte de pouvoir économique de nos entreprises, les petites et moyennes entreprises, aussi bien dans le formel que dans l'informel. Il est important qu'un gouvernement responsable peut trouver des moyens idoines pour commencer ça. C'est ce qui a été fait, mais pour le faire, il était important de ne pas faire cela à ce niveau comme ça se fait ailleurs. Le gouvernement, comme nous avons aujourd'hui, a pris l'habitude de réfléchir avant d'agir, et c'est ce qui s'est passé. On a réfléchi, tellement réfléchi qu'on a pu mobiliser 63 milliards pour les entreprises. C'est beaucoup, sans doute, mais comparé à d'autres initiatives ailleurs, c'est totalement dérisoire, 63 milliards. Quand on regarde l'ampleur des dégâts, des effets pervers de cette pandémie, honorable. Le gouvernement, pourquoi le gouvernement a eu la main si courte, n'a pas pu aller au-delà? Vous avez dit 63 milliards, c'est dérisoire. Ben oui, ils sont allés quoi, à 100 milliards, à 200 milliards? C'est qui les gens? Et il ne s'agit pas d'annoncer des chiffres. On a des voisins. Franchement, il y a quelque chose qui caractérise notre gouvernement actuel. C'est quand il annonce, il fait. Il y a beaucoup d'États qui ont annoncé des milliards en francs. Et on est encore à ne pas exécuter. Il ne s'agit pas d'annoncer pour annoncer. Si à l'opérationnel, il y a un besoin de complément, le gouvernement s'activera compléter. Mais le gouvernement actuel, quand il annonce, il fait. Nous n'avons pas fait comme les autres, on annonce les chiffres, on foire, et finalement on n'a pas le résultat. Donc, rester dans cette dynamique-là, le gouvernement actuel, quand il annonce, il fait.
C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de faire les choses pour plaire. C'est pour plaire. Quand on se tourne, vraiment, c'est même un point positif pour le gouvernement d'être aussi transparent en annonçant chaque fois les aides que nous obtenons, les facilités qui nous sont accordées dans le cadre de la riposte organisée contre le coronavirus. Mais quand on parle des chiffres des dons et que ce que le gouvernement met pour aider la population, ce sont 3 milliards pour les entreprises, mais beaucoup moins pour les citoyens. Comment les choix ont été faits? Est-ce à dire que vraiment 4 milliards et quelques pour les citoyens lambda, pour les questions d'électricité ou de TVM, compte tenu de ce qu'on a reçu, honorable, vous, député élu du peuple, pourquoi n'avez pas pu mettre une question au gouvernement à l'Assemblée pour dire, ben, on veut savoir sur quelle base on a pu décider de donner 114 milliards plutôt que plus? Il y a quelque chose que vous n'avez pas observé et qui a été observé dans les autres pays. Beaucoup de pays qui nous entourent ont systématiquement fermé tout. On dirait que vous ne percevez pas ça. On a systématiquement tout fermé. Marché, boutique, systématiquement tout fermé. Nous, on n'a pas fait ça. Le gouvernement n'a pas fait cette option-là. Le gouvernement a permis aux opérateurs économiques de continuer quand même bon an, mal an, quand même des effets. Donc c'est ça qu'on dirait qu'on oublie ça. C'est comme ça, justement. C'est pour dire que c'est pour montrer l'intelligence active du gouvernement qui n'a pas dit, comme par ailleurs, fermer tout. On a permis que les gens, plus ou moins, les boutiques, les magasins, les supermarchés, fonctionnent bon an, mal an, en essayant d'adopter des mesures. Au cas des particuliers, et notamment ceux qui doivent bénéficier des aides concernant justement l'électricité, l'eau, etc., le loyer aussi. Il y a une explication terre à terre que quelqu'un a fournie pour ce qui concerne donc cette aide-là, c'est que le gouvernement a considéré qu'il y aurait je dois dire une montée, quelque peu je dois dire du taux ou le coût, notamment de l'électricité ou de l'eau, etc., sur une période donnée. Et donc parce que l'État veut aider, l'État a juste pris en compte ce surplus-là en laissant justement aux populations d'assumer, de continuer à assumer ce qu'elles doivent payer depuis. Et pourtant, on a dit qu'elles ont été éprouvées. Mais ce qui est évident, vous pensez que il y aurait une volonté pour le gouvernement de faire souffrir les populations? Je ne pense pas. Au même moment, il ne s'agit pas pour le gouvernement de faire des largesses insoutenables. Il s'agit quand même de budget à contenir. Donc, le gouvernement fait dans la limite de ses moyens. Et j'allais dire, mais c'est qui le gouvernement? C'est nous tous, sur les contribuables. Le gouvernement ne va pas pêcher de l'argent quelque part ailleurs que ce que nous contribuons à avoir dans le pays. Donc, je crois qu'on reste dans la mesure du possible. Le gouvernement essaie de rendre possible ce qui est nécessaire. Les mesures qui ont été prises, j'avoue que beaucoup de Béninois ne s'attendaient même pas à ces mesures. Beaucoup de Béninois s'attendaient, on pensait que bon, finalement, il n'y aura plus rien. Et patatras, il y a quelque chose qui est venu. On va évoluer à l'opérationnel, ça va être évalué. Et s'il y a un complément à faire pour soulager les populations, ça va se faire. L'essentiel, c'est de faire quand même le constat que ce gouvernement-là, contrairement au gouvernement des autres pays qui nous ont entourés, ont systématiquement tout fermé. Ce gouvernement n'a pas tout fermé. On a permis que les Béninois continuent par faire leurs activités et que les secteurs qui sont pris en compte, c'est ceux qui ont été véritablement impactés. Il faut le rappeler assez. Parce qu'au moment où le gouvernement permettait que certaines boutiques, les supermarchés fonctionnent, on a dit ici, c'est pas possible, au Togo, c'est pas ça, au Niger, c'est pas ça, au Nigeria, c'est pas ça. Et le chef d'État a dit, n'allons pas faire les choses pour affamer les populations. Donc, parce qu'on a permis ça, parce que le gouvernement a permis ça, aujourd'hui, le gouvernement a la possibilité, en fonction des ressources qui sont à sa disposition, d'imparter ceux qui ont été véritablement touchés. Mais ce qui est sûr, on ne pourra jamais. Une catégorie de citoyens épargnés par aussi bien au Bénin, en France, aux États-Unis, au Canada, on ne pourra jamais compenser tout le besoin, tout ce qu'on pourrait appeler le manque à gagner que les populations ont connu par rapport à cette pandémie. Il y a une responsabilité et il y a un sacrifice individuel que chacun doit faire. Nous devons revoir, redimensionner nous-mêmes nos ressources par rapport à ce qui se passe, ce qui est sûr. On ne peut plus vivre comme si le mal n'a pas existé. On ne peut plus. Que dites-vous de la stratégie du gouvernement pour gérer cette crise-là, le cordon, etc. On a vu que malgré tout cela, les chiffres ont commencé par bondir. Je fais le constat que des voies les plus autorisées, des voies encore
autres que des voix béninoises, on fait le constat que le Bénin a opté pour une stratégie meilleure. Et que cette stratégie a été copiée en Outre-mer. Et pourtant, les chiffres, ils sont là, hein, aujourd'hui. Vous nous parlez comme si nous étions Dieu. On ne peut pas tout prévoir, pas tout anticiper en matière de pandémie. Cette question, qui a eu à échapper à l'humanité? Regardez la Chine. On a dit à un moment récent que c'était terminé en Chine et que tout était clair, que les Chinois, ils ont gagné, ils ont eu la victoire sur le mal. Patatras, vous constatez qu'il y a encore, il y a un regain. Donc, c'est une maladie imprévisible. Et il est important que les sachants de nos pays, de nos États, de l'humanité puissent se mettre ensemble pour trouver des formules idoines pour endiguer ce mal-là. Sinon, aucun gouvernement isolément pris ne peut lutter contre cette pandémie. Je crois qu'on va changer de sujet, honorable Jegdas Akonka. On parlera maintenant politique et surtout de l'Union progressiste qui a récemment rencontré les maires et adjoints aux maires élus sur sa liste aux dernières élections municipales et communales. Pourquoi cette rencontre? Pourquoi les maires, c'est vrai, ils sont élus sur la bannière du Baobab, mais après, il faut les laisser travailler. Pourquoi vous avez senti le besoin de la recevoir, de la rencontrer? Faisons d'abord le constat que nous sommes sortis de ces élections avec ce qu'on pourrait appeler une victoire constatée et vérifiée. Vous n'avez pas fini de célébrer? Ce qui est sûr, nous avons fait les législatives et on avait dit que nous étions la première force politique du pays. Certains avaient dit que c'était du leurre, que c'était circonstanciel. Nous venons de confirmer avec les municipales que l'Union progressiste est la première force politique du pays. Il faut le dire, il faut le redire. Il faut le constater, il faut l'affirmer. Lorsqu'on est la première force politique d'un pays, il est important qu'on prenne un certain nombre de dispositions. Nous avons eu des maires, nous avons eu plus d'une quarantaine, le 41 pour dire les choses exactement. Nous avons des adjoints aux maires et il est important que pour rentrer dans la mission qui est la leur, que le parti puisse donner un certain nombre de directives, les mettre dans le bain de leur mission. Nous savions que l'État et les partenaires accompagneront les élus dans la mission connue. Mais c'est important que lorsqu'un parti comme l'Union progressiste a ces résultats-là, on puisse, avant que nos maires rentrent dans le bain de leur activité, on puisse quand même... se sont sentis un peu tenus en laisse avec, je dois dire, des prescriptions carrément. C'est comme s'ils étaient venus prendre une feuille de route ou des cahiers de charge au niveau du parti, alors que c'est sur la population qui les ont élus. C'est pas l'impression que moi j'ai eue. L'impression que j'ai eue, c'est d'une sorte de satisfaction de personnes qui, pour la première fois, d'ailleurs la grande majorité, c'est la première fois qu'ils deviennent maires ou adjoints au maire, qui se disent nous sommes dans une famille. Nous ne sommes pas laissés ex nihilo. Il faut rappeler que nous sommes quand même dans un autre contexte qui n'est pas le contexte ancien. Il y a eu la réforme du sympathisant qui met la primauté du parti sur l'individu politique. Et il est important que les communes, aujourd'hui gérées par les maires, dirigées par les maires, ont toujours un lien avec leur parti. Le parti qui les a positionnés, le parti qui a travaillé ensemble avec l'ensemble des couches, les militants, les jeunes, les femmes, pour qu'ils soient maires. Ils ne sont pas maires parce qu'ils le souhaitent uniquement. Ils sont maires parce que le parti aussi l'a voulu. Et par conséquent, le parti ne peut pas les abandonner, les laisser. Vous l'avez vu, il y a eu... Ils sont surtout maires parce que le parti les a désignés. C'est ça le mot juste, n'est-ce pas? Vous avez désigné, mais d'abord retenu comme candidat. Je vois là où vous venez. Je vois là où vous venez. C'est ça, c'est ce qui a été fait. Oui, mais ils ont pour la plupart. Pourquoi on n'a pas désigné André Dossa pour être maire quelque part? Je n'ai pas été candidat. Voilà, parce que vous n'avez pas été candidat. Le parti ne vous a pas mis comme candidat. Vous n'avez pas affronté le suffrage des populations. Ceux qui sont désignés, parce que je suis porteur d'une idée, porteur d'un projet pour ma communauté, que je décide d'être candidat et que le parti dont je suis membre me positionne. Alors, donc, du coup, quand je suis élu, c'est pour que je puisse mettre en œuvre l'idée dont je suis porteur. Mais tenu en laisse, tel que c'est le cas en ce moment, par les partis politiques, est-ce qu'ils ont vraiment les mains libres pour travailler? Je dis que nous n'avons pas rencontré certainement les mêmes acteurs. Les acteurs que moi j'ai rencontrés n'ont pas l'impression, je n'ai pas l'impression qu'ils s'étaient conditionnés. J'ai constaté que des gens sont venus se sentant dans une famille, recevant les premières notions de leur ambition. On leur a fait des exposés sur le contenu des lois
au plan juridique, au plan politique, au plan institutionnel de la décentration. Nous avons fait l'inventaire des différents partenaires qui travaillent pour aider les communes dans le champ de la décentration. Nous avons fait des communications sur ce que c'est que l'outil communication locale. On a donné des directives par rapport au parti. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les villes dirigées par une offre progressiste ne soient pas des villes mal gérées, qui soient des villes mieux gérées, des villes attrayantes, comme nous l'avons annoncé dans la campagne. Donc c'est cela, j'ai vu des collègues, mais adjoints, mais très heureux. Je suis surpris que vous voulez... Quelle est la vision de l'UP pour les communes de Bénin? Nous l'avons dit clairement au cours de la campagne, le président Moussa Bruno l'a dit à l'entame de la campagne électorale. Nous avons voulu que nous avons des maires dignes, responsables, qui ont un respect pour le bien public, qui ont une volonté de travailler pour l'aménagement de leur territoire, qui ont une bonne dynamique de promotion de l'économie locale pour impacter véritablement l'ensemble de la société sur les investissements structurants qui viennent créer la richesse de l'emploi, et que les communes de l'UP ne soient pas des communes en difficulté, en déliquescence, où des maires sont déchargés, ainsi de suite, mais des communes où il y a une cohérence dans les actions et une cohésion dans l'action du groupe. Et quand un maire UP, par exemple, ne se retrouve pas dans ce schéma-là, 1 an, 2 ans après, quelles sont les possibilités et les moyens du parti de le remettre sur son droit chemin? Vous voyez bien que ce que vous dites montre qu'il était important qu'il y ait un accompagnement du parti par rapport à son ménage. Quelle est la pression et quel est le contrôle que le parti a sur un maire qui ne veut pas faire ce que le parti lui demande, ou la vision du parti? Pourquoi voudrez-vous qu'un militant, un maire du parti ne fasse pas du tout ce que souhaite le parti? On a envie d'un militant d'un parti désobéir carrément, même pour les élections, oui. L'Assemblée nationale absolument à revoir ou à interpréter sa loi pour faciliter les négociations. Je suis totalement d'accord avec vous qu'il puisse avoir des situations qui nous conduisent à redimensionner, à revoir un peu des positions. Ce qui est clair au niveau de l'Union progressiste, nous avons mis un certain nombre de cadres qui permettent, c'est ce que nous avons dit, aux maires en difficulté de revenir vers le parti, de suivre les directives du parti, parce que le parti ne se montre pas comme une forme d'épouvantail. Non, ce n'est pas des directives, ce n'est pas... nous ne sommes pas au niveau du PECUS, nous sommes en Union soviétique. L'Union progressiste n'est pas le PECUS, ce n'est pas le parti communiste. L'Union progressiste, c'est un parti de liberté, d'initiative. Et nos maires qui sont des autres, le fait de les avoir positionnés comme candidats au poste de conseiller, de les avoir retenus comme maire, adjoint au maire, c'est parce que nous estimons qu'ils ont un background qu'il faut compléter, qu'il faut améliorer, qu'il faut accompagner pour que la gestion soit une gestion acceptable. Parce que ce que vous constatez, nous n'avons pas toutes les mairies, mais nous avons envie que de la bonne gestion de nos mairies, cela fasse tache d'huile pour que les fois prochaines, le score obtenu aujourd'hui puisse être amélioré. Et justement, dans ce schéma-là, comment je dois dire accompagner ces élus-là pour les défis, et quels sont ces défis sur les 6 prochaines années? Nous avions essayé déjà, avec nos maires la dernière fois, de donner l'ensemble des outils disponibles pour la décentralisation au Bénin. Nous avons dit quel outil? La loi, vous l'avez dessiné déjà un PDC qu'ils doivent implémenter. Ce n'est pas le rôle du parti. Le PDC, c'est un outil que le maire et l'ensemble de sa population, son conseil, doivent travailler pour mettre en place. Nous avons dit par exemple qu'à l'entame de la mission, il est important qu'ils fassent l'état des lieux. L'état des lieux au niveau des ressources financières, l'état des lieux au niveau des ressources humaines, l'état des lieux au niveau du foncier. Il faut qu'ils partent sur une base. S'ils ont des difficultés, le parti mettra à leur disposition des compétences pour travailler à cela. Nous avons dit qu'il est important que, alors que la loi n'a pas prévu des attributions claires aux agents, aux maires, que nos maires puissent se décharger un peu, faire une sorte de délégation rapide de compétences à un certain nombre d'adjoints au maire pour que le travail soit collégial.
Nous avons dit à nos maires qu'il est important qu'ils aient un outil de communication assez adapté pour que véritablement les actions qui sont réalisées puissent être sues par les populations et qu'il y ait une communication interne entre l'exécutif et l'administration communale et que chaque agent de la commune puisse être un outil, un élément de communication, un élément de marketing au niveau de la commune. Pour résumer, c'est-à-dire que l'Union progressiste anticipe sur les éventuelles destitutions, parce que souvent les raisons évoquées par les conseillers contestataires qui souvent destituent les maires, c'est la gestion solitaire. C'est ce qui revient souvent. Et on sent dans ce développement que vous venez de faire que vous anticipez déjà sur cet élément-là en demandant à vos maires de faire une gestion participative, une gestion collégiale. Parce que nous souhaitons, c'est que nos mairies ne soient pas des mairies en souffrance. Les mairies dirigées par l'Union progressiste soient des mairies qui ne fassent pas l'objet de polémiques. Oui, mais est-ce que justement la loi explicative ne vient pas compliquer cet état de choses où on a dit des populations voulaient un certain nombre de candidats, une certaine tête à la tête pour me répéter de leur commune. Le parti a proposé d'autres à travers justement cette loi. Cela a fait des polémiques. Vous avez vu le soulèvement à Zanianado, vous avez vu les tractations à Gbaïzou, etc., etc. Est-ce que justement, ce faisant, avec cette loi, vous n'aviez peut-être pas accouché des braises qui demain vont créer l'incendie? Mais ce que vous ne dites pas souvent aux populations, ce que vous appelez contestation, c'est des choses qui peuvent arriver. J'ai dit que nous sommes pas un paradis politique, nous sommes un parti politique. Donc il y a des mécontentements. Tous les conseillers élus souhaitent être maires, la plupart. Les conseillers élus souhaitent être maires. Il est important que le parti puisse faire le choix idoine le mois venu pour dire c'est tel ou tel qui devait conduire les destinées de la commune. Comme nombreux sont les militants du parti qui souhaitent être candidats au poste de conseiller, qui n'ont pas été retenus et que certains ont été retenus comme candidats. Donc, je dis, à un moment donné, le parti fait des choix qui peuvent apparaître comme des choix aux antipodes même des ambitions des conseillers élus, mais c'est les choix du parti et cela est retenu. Les endroits où les communes où il y a eu des mouvements de soulèvement, de blocage, oui, ça a existé, on ne peut pas dire que ça n'a pas existé. Heureusement, nous avons été obligés de préciser la loi. En réalité, ce qui a été fait, ce n'est pas une explication de la loi, mais c'est une précision de l'esprit. De la précision de la loi tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quelque part, honorable Agoncan, que à Lalo, par exemple, celui qui a été battu, par exemple, pour le premier tour, après la révision de la loi, soit proposé par le parti et qu'il devienne maire alors même qu'il a été rejeté par la majorité. Idem pour Gbaïzou, par exemple, idem aussi pour Abomey. Il y a un certain nombre d'endroits où les gens ont été rejetés par la majorité, mais les partis les ont proposés, ils ont été validés. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là? Non, je crois qu'il y a eu des situations critiques. Vous n'allez pas parler d'Abomey. Abomey a fait son maire avant la loi. Oui. Donc, là au moins, vous ne pouvez pas m'avoir. Vous ne pouvez pas m'avoir sur votre plateau. Ça vous intéresse? Vous ne pouvez pas m'avoir sur votre plateau. Vous ne pouvez pas m'avoir sur votre plateau et dire ce qui n'est pas. Abomey a eu son maire avant la loi explicative. Oui, il y a eu des situations critiques. Il ne faut pas dire que rien ne s'est passé. Il y a eu des difficultés. Mais tous ces personnes, vous voyez, même lorsqu'on a désigné, après la loi explicative, il y a eu un certain nombre de concertations. Moi, j'étais à Gbaïzou. Le jour où nous sommes allés à Gbaïzou pour refaire l'exécutif communal, même en l'absence de la loi, le schéma allait passer. Parce qu'il y a un certain nombre d'explications qu'il était important de donner qu'on n'avait pas donné auparavant. À Zogodomé, c'est la même chose. Il a manqué certainement de démarche dans la désignation de celui ou celle qui doit diriger la commune. Donc, il a manqué un peu nous sommes à ce que j'appelle au premier pas. C'est la première fois que nous faisons l'exercice de cette réalité-là. Ça va être corrigé les fois prochaines pour qu'on n'ait pas ce tohu-bohu observé ça et là. Donc, je dis, il y a eu des situations critiques. Il y a eu de la persuasion, il y a eu des ententes, il y a eu des concertations. Finalement, le souhait pour nous, c'est que même les endroits où le maire semble être en griffe imposé, qu'il y ait, on mettra en place des mécanismes
le parti, bien entendu, pour que des discussions soient menées, pour que vous avez pris par l'Assemblée nationale pour verrouiller en tout cas certaines velléités, pour empêcher certaines velléités. Vous avez pris par l'Assemblée pour imposer des maires. Mais quelle garantie offrez-vous aux populations que ces maires désignés ou imposés au moyen donc d'une loi interprétative puissent mieux gérer qu'avant nos différentes collectivités? Je répète, quand vous parlez de maires imposés ou de maires désignés, c'est des gens qui ont été élus. C'est des gens qui ont été élus, tout à fait. C'est des gens qui ont été élus par les populations. Élus conseillers. On n'est pas allé chercher André Dossa ou Tanguy Yangoï pour devenir maire quelque part. On a pris des gens qui ont fait la campagne électorale, donc qui ont été confrontés au suffrage des populations. Donc c'est important de le dire déjà. Qu'il y ait des mécontentements par endroit, ça existera. J'ai dit tantôt que nous sommes dans un parti politique. Vous vous souvenez que même nos individualités, quand nous étions dans des partis, moi j'étais au Centre du Bénin, d'autres au PSD, et ainsi de suite, il y avait toutes des difficultés. Maintenant, nous sommes dans des regroupements. Il y a des courants. Nous sommes en train de nous construire. On vient de faire une première expérience des élections municipales, communales, sous la bannière de la réforme, sous la bannière de la nouvelle charte des partis politiques, sous la bannière du nouveau code électoral. Il y a des choses à ajuster. Nous sommes des humains, nous sommes des politiques. Quelle est l'indépendance des maires, bon, vous n'aimez pas le terme, désignés, imposés, mais je n'ai pas d'autre choix. Quelle est l'indépendance de ces maires-là vis-à-vis justement du parti aujourd'hui? Surtout dans les conditions que j'ai citées. J'ai envie de dire l'indépendance des maires. Ne dites pas des maires imposés. Ils ne sont pas imposés. Ils ont été confrontés à une élection. Mais peut-être que la population ne les voulait pas au poste de maire. C'est vous qui le croyez. C'est vous qui le croyez. Oui. Peut-être certains élus ne les voulaient pas. Mais ne dites pas les populations. Vous savez, ça va être une injure que des gens qui ont travaillé pendant 2 semaines dans une campagne acharnée et pour se faire élire conseiller, c'est des maires. Tout conseiller élu est un maire. Et donc, je crois qu'il ne faut pas réduire cette dimension-là. Il ne faut pas minimiser. Je souhaite un jour candidat. Moi, j'ai Tanguy rotative pour permettre à tous les conseillers. Je vous souhaite un jour candidat pour voir ce que c'est que le poids de la campagne électorale pour se faire élire conseiller communal. Mais il se fait fatalement qu'il faut un chef. Il faut un maire. Il faut un adjoint au maire, deux adjoints au maire. Donc il faut des CA. Les ambitions sont multiples. Je rappelle que nous faisons une élection où chaque arrondissement souhaite diriger la mairie. Donc lorsque nous sommes dans des ambitions multiples, quelquefois exagérées, il y a un arbitrage. Ce qui est fait au niveau des partis politiques, c'est ce qu'on appelle l'arbitrage. Ce n'est pas des impositions. Je peux vous dire que toutes les fois où le parti est arrivé à désigner, ou si vous voulez, à imposer, comme vous le dites, un maire, c'est sur la base d'une certaine de concertation, de sondage, d'entente, d'écoute. Ça n'a jamais été fait ex nihilo. Et ça suit des étapes. Un premier niveau de choix, une validation, une autre validation. Donc c'est l'ensemble de ce processus qui conduit à désigner le maire. Malgré ça, ça peut susciter encore des mécontentements. C'est légitime, nous sommes des humains. Et lorsque c'est fait ainsi, il est important que le parti, bien entendu, puisse travailler à colmater les baisses pour que véritablement les communes qui sont sous le giron de l'Union progressiste, ces communes-là, on puisse accompagner les maires pour que les dissensions qui peuvent survenir puissent être minimisées. On peut même être élu au suffrage universel direct par les populations. Être incapable de gérer un conseil communal. Vous le savez bien. Vous le savez bien. Les candidats. Les maires qui ont été élus avant le code actuel. Il faudrait dire qu'il n'y a pas eu de problème dans les communes. Il y en a eu. Donc c'est pas. Il y en a eu. Donc actuellement, nous sommes véritablement dans la dynamique de la primauté du parti
sur le militant. Et ma question revient. Et là, l'indépendance le du maire, dans ce cas-là, quand il y a un parti qui est prépondérant dans la vie. Nous n'inventons rien. Si un maire gère mal, si cher André. un maire gère mal, coupable de mauvaise gestion, la criette n'interpellera pas le parti politique. C'est le maire. Mais c'est qui le parti? Le parti, c'est le maire. Le parti, c'est le député. Le parti, c'est le militant. Le parti, c'est l'ensemble de tous. Donc quand vous dites le parti, c'est comme si il y a un Manitou quelque part qui décide. Non? L'Union progressiste n'est pas ça. Ah oui. En tout cas, je peux vous le dire, l'Union progressiste n'est pas ça. Il n'y a pas un Manitou qui décide. Donc quand vous dites le parti, il y a un collège. donc quand vous dites le parti, entendez l'ensemble des différents responsables à divers niveaux, un niveau de validation, jusqu'à ce que on ait une forme de consensus à un niveau de... Donc, le parti, ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un Manitou quelque part qui dit lui, il est maire, lui n'est pas maire, lui, il est maire. Non, c'est pas ça. De partis politiques, honorable Gilda Concan, vous avez évoqué tout à l'heure des courants qui se créent, qui se développent au sein de ces partis. Vous appartenez justement à un de ces courants qui vient de remporter une grosse victoire à Cotonou avec le choix de Luc Atropo. Vous n'en parlez pas assez. Parlez-nous-en à présent. Luc Atropo, oui, c'est vrai, au sein de l'Union Progressiste, c'est qu'il appartient à un courant, donc vous êtes un des leaders. Comment vous manœuvrez? Comment, c'est vrai, on n'avait pas vu venir. Dites-nous quel rôle, justement, quelle part avez-vous prise dans l'avènement de Luc Atropo à la tête de Cotonou? Je peux vous dire d'abord tout de go que le choix de Luc Atropo comme candidat n'a pas été le fruit d'une initiative d'un courant. C'était l'initiative de tout le parti. Toutes tendances confondues, tout courant confondu, si vous voulez. Vous savez, il y a une unanimité et pourtant on a vu des ça ne manquera jamais. Jusqu'au bout. Ça ne manquera jamais. Dieu a créé des hommes, lui Dieu, et pourtant il y a eu des mécontentements. Donc attention, et ça il sera toujours. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons estimé au niveau du parti que la ville de Cotonou, c'est la vitrine du pays. Qui tient Cotonou est quand même, c'est un poids électoral. C'est important pour le parti de faire un casting. Et tous les partis ont fait le casting. C'est parce que notre casting a marché qu'on en parle. Nous avons estimé que pour gérer Cotonou, il faille trouver quelqu'un qui a une taille d'adresse, une forme d'expérience. Et je crois que quand on regarde un peu au Bénin, Luc Atropo, au-delà de maire, était manager de ville. Il a fait son temps, il a fait son expérience au niveau national, au niveau régional, au niveau africain, au niveau international. Lorsque vous avez dans votre parti un élément aussi probant que Atropo en matière de décentralisation, vous n'allez pas gâcher ce produit. C'est comme vous êtes tous des passionnés de football. Parce qu'on a des jokers comme ça, des vedettes comme ça, vous n'allez pas les gaspiller. Je veux estimer que pour diriger Cotonou, il est important. On les met parfois en fin de match pour achever le travail. Peut-on aussi considérer alors, de ce point de vue, que c'est la dernière stockade portée à Léa Soglo, franchement, vous avez de l'imagination fertile, cher André. Un peu suspicieuse, un peu. Mais quand même, répondez, oui. Vous pensez que l'Union progressiste sera en train de réfléchir par rapport à un Léa Soglo? Non, c'est la politique. L'Union n'est pas trouvé un ancien. Comment on va appeler ça? Est-ce que vous dites dissident ou bien, en tout cas, quelqu'un qui a mené la réforme qui a conduit à la chute de Léa Soglo comme maire, justement, pour succéder. Vous pensez que moi, Gilda Concan, administrateur de développement local, ancien responsable de planification dans une commune, président du réseau parlementaire de l'intégration, si je devenais maire, on a dit que c'est pas pour Léa Soglo, parce que je suis un ancien militant. Non, franchement, l'Union progressiste a beaucoup plus évolué que ça. Nous ne sommes plus encore dans ces clichés désuets surannés. Justement, parlant de ces titres que vous aviez évoqués, vous étiez, au nom de ces titres, porteur quand même d'un projet pour revoir un peu, je dois dire, la loi concernant la décentralisation et surtout revoir le mode de désignation des maires, soit une élection au suffrage direct. Je suis bien surpris que vous défendiez corps et âme, bec et ongle, justement cette loi interprétative dans sa façon
de désigner ou d'élire les maires. Mais en réalité, la loi interprétative, je rappelle que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. On a été confronté à une situation de blocage. Reconnaissons, peut-être qu'on aurait pu trouver une solution politique. Oui, justement. Une solution politique, un problème politique. Plus intelligent, non? Et plus fait, non? Il y a plusieurs occasions où on pouvait réviser la loi, on ne l'a pas fait, mais... J'ai la faiblesse de croire qu'on n'aurait pas voté cette loi, nous serons encore dans les guéguerres. Cela ne traduit-il pas aussi une certaine impuissance des partis politiques à arbitrer les ambitions en leur sens? Oui. Vous avez dit impuissance, mais j'allais dire, moi... un peu d'inexpérience parce qu'en réalité, nous sommes au début. Les partis en question... Vous avez dit tout à l'heure et abondamment que les partis politiques... Les partis en question... Il n'y a pas un manifeste qui décide, mais plutôt des structures, des organes qui décident. Pourquoi ces organes n'ont pas été capables de calmer les ardeurs, certaines ardeurs, pour que les choses puissent avancer sans passer par cette loi? Ces organes ont essayé. J'ai dit, je rappelle toujours que l'Union progressiste est un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. Je vais vous donner quelques exemples. Oui, vous êtes quand même des gens que vous savez beaucoup de choses sur le monde, sur l'Internet. Regardez, la France en marche. Lorsqu'on a désigné Griveaux, comme le candidat en marche, Macron, avec l'implication de Macron lui-même, pour qu'il soit candidat au poste de maire de Paris, vous avez vu tout ce qui s'est passé au niveau de la France en marche? Mais pourquoi vous pensez que c'est sur monsieur seulement qu'il y a des problèmes? Ce n'est pas la même expérience. C'est pour ça que les États-Unis, c'est pour ça que c'est une démocratie. Ils n'ont pas couru pour aller se sauver par une loi. Vous permettez? Oui. Vous permettez? Oui. C'est pour ça que certaines démocraties ont fait le choix des primaires. Peut-être qu'un jour, ça viendra au Bénin. Parce que les ambitions sont multiples et multiformes. Et je dis que si on n'aurait pas voté cette loi, peut-être que nous serions encore à traîner des maires non élus et plaçant le pays dans une situation de crise. Ce qui est sûr, la loi est venue. Je constate, je ne veux pas me mettre à justifier, mais je constate que dès le vote de la loi, en 48 heures, réglé. On peut dire que c'est, comme dit le président, on peut dire, l'affaire est réglée. En 48 heures. Ça veut dire quand même que, reconnaissons que cette loi est venue comme un élément salvateur. Est-ce que vous allez recourir à la loi tout le temps, que chaque parti ou les partis politiques seront en difficulté d'arbitrer des choses qu'ils auraient pu arbitrer à leur sein? C'est quoi la loi? La loi n'est pas un mausolée dressé pour l'éternité. Il faut y toucher quand... Mais si nous constatons qu'il y a un blocage, la seule manière de ne pas régler de façon partielle et parcellaire, c'est faire voter une loi. Sinon, on aurait pu dire, on va régler par région, de façon partielle, partiale, parcellaire. On vote une loi. Ce qui est sûr, la fin juillet et mois, vous constatez qu'avec cette loi, l'affaire est réglée. Donc, on estime qu'en d'autres circonstances où on a eu des blocages, on aurait pu également procéder de la sorte. Les législatives se sont passées. Honorable Agoncan, on a vu les législatives. Par rapport à quoi? On est parti à des consultations qui ont engendré tout ce que vous savez. Quoi? Les législatives, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une loi, des partis sont informés qu'il y a une loi. Observez, et pour les communales, Réseau Espoir du président Azanaï, c'est un parti politique. Il y a eu une loi. Et Réseau Espoir estime que cette loi-là ne peut même pas d'avoir des conseils. Je ne vais pas. C'est pas l'obligation. Ce n'est pas tous les partis politiques en France qui vont aux élections. Donc, il y a une loi. Si vous êtes capable d'aller aux élections, la loi est dure, mais c'est la loi. Mais si vous ne pouvez pas, elle reste plus dure et rigide quand vous avez un blocage en face. Est-ce que c'est pas curieux, justement? Parlant de loi, il me semble que vous êtes porteur d'une initiative législative pour améliorer la décentralisation, l'expérience de la décentralisation dans notre pays. Où en êtes-vous concrètement? C'est déjà introduit à l'Assemblée ou bien... Non.
Vous savez, nous avons travaillé, je dis, ça c'est pas seulement l'honorable avocat, mais c'est le réseau parlementaire pour la décentralisation et la gouvernance locale que je préside, qui a estimé qu'après un certain nombre de pratiques de la décentralisation, qu'il fallait retoucher un certain nombre de choses pour parfaire au vu des hésitations, des difficultés que nous avons au niveau des communes. Comme par exemple, sur le choix du maire, l'élection du maire. Nous avons voulu qu'on utilise le modèle malien. C'est-à-dire qu'au Mali, c'est une liste, mais sur la liste, on sait déjà qui est le maire. Mais vous l'avez fait, vous l'avez fait déjà à Cotonou, non indépendamment justement de l'amélioration de la loi. Je parle de choses formelles. Je ne parle pas de choses informelles. C'était informel. C'était informel. Si vous dites à Cotonou, il n'y avait pas de disposition législative qui oui. Donc, je dis, c'était politique plutôt. Voilà, c'est plus politique que législatif. Donc, je dis, candidat positionné deuxième qui a fait campagne présidentielle. On a vu, voilà. Donc, même à Calavi. Vous comprenez. Donc, je dis qu'on a souhaité que sur la liste déjà, on puisse dire, dans notre liste, voilà le maire. Le candidat, si notre liste gagne, c'est lui le maire. Donc, ça n'a pas encore prospéré. Nous avons estimé, par exemple, que les maires soient des managers de ville, que le maire, quand même, ait un niveau. Le bac. Et un niveau, si c'est le bac, et chez lancement, un BPC tout au moins. Parce que il y a des choses que nous voyons aujourd'hui qui sont pas... Faut-il forcément aller à l'école pour être un bon manager? Non. Pierre Mauroy n'était pas le plus instruit. Mais voilà. Il n'était pas le plus instruit. Mais nous n'allons pas faire des exceptions à la règle. Nous n'allons pas faire des exceptions à la règle. Donc la règle serait que quand même, il faut un niveau, parce que le maire, après tout, c'est le représentant, en tout cas dans le contexte de chez nous, c'est enfin le représentant de l'État dans la commune. Nous n'avons pas les délégués du gouvernement, pas les délégués du gouvernement. Les responsables de l'État civil, il y a un certain nombre de prérogatives, il doit conduire le projet du marché au marché, comme le développement de la commune. Alors, les marchés publics, les questions d'ordonnateur du budget. Donc c'est cela, nous estimons qu'il y a un minimum. Ça va être un débat qui va être fait, nous n'imposerons rien, ça va être un débat qui va être fait, et on pourra voir quel est le niveau acceptable. On peut même différencier, dire des maires de communes à statut particulier, ils doivent avoir un certain niveau, des maires de villes ordinaires, ils doivent avoir un certain niveau, des maires de communes en grève rurale, ils doivent avoir un certain niveau. Mais on va apprécier ces gens-là. Tant que vous traînez ce document, pourquoi ça ne prospère pas? Ça aurait pu être, les élections dernières, une belle occasion de l'expérimenter, d'intégrer justement ces changements-là pour qu'on ait une nouvelle, un nouveau départ, enfin, pour le dire ainsi. Je suis heureux que vous partagez le même souhait que moi. Mais ce n'est pas votre souhait, ce n'est pas mon souhait j'ai dit, il faut une concertation large. Vous savez, les positions initiales sont toujours difficilement modifiables. Vous savez qu'il y a forcément des levées de boucliers pour dire, attention, comme ce que vous voulez évoquer, quand vous me dites tantôt qu'on n'a pas besoin d'être instruit pour... Oui, des gens vont développer cet argument-là. Parce que dans le pays, il y a des mecs qui n'ont pas le niveau bac, mais qui ont bien géré. Comme il y a des mecs qui ont le bac plus 10, plus 11, qui ont mal géré. Aussi bien au niveau des mairies qu'au niveau de l'État. Le sens, le contenu de cette initiative législative, vous parlez de niveau des maires. Est-ce que c'est forcément les maires qui sont moins érudits, qui ont mal géré? Parce qu'il y a des maires, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Lamentablement, c'est pour ça que lorsque mon chef Tanguy dit pourquoi ça ne passe pas, il y a aussi de la résistance. Quand nous sortions nos arguments, d'autres disent attention. Mais vous étiez quand même en très bonne intelligence avec la NCB qui portait aussi le projet à bout de bras avec vous. Bien sûr, mais la NCB ne suffit pas. La NCB ne vote pas les lois. La NCB peut travailler à mettre... C'est doté justement d'un bras législatif et pas d'un moindre, que vous présidez d'ailleurs. Je peux dire que tout ce qui a gêné, c'est le temps de la persuasion. Pour des sujets qui touchent vraiment le cœur même du local. Le cas propos et Zidane Sakonka ont-ils manqué d'arguments pour faire adhérer les différentes parties pour je suis heureux que vous pensez que à deux nous sommes capables de lever tous les en tout cas, convaincre la moitié du Parlement, c'est possible. Que Dieu vous entende, ça viendra un jour. Oui, c'est quand même utile. C'est important. Après 3 expériences de décentralisation, qu'on fasse une relecture de cette loi.
C'est vrai. Et je peux dire que ce n'est pas l'ANCB seul, c'est pas. Il y a des partenaires aussi qui abondent dans le même sens. Nous avions voulu aussi, par exemple, que. Vous savez, les maires, aujourd'hui, les agents aux maires, ils sont sans délégation. Le maire faire au gré de ses intérêts. C'est important qu'on puisse dire, agent au maire chargé de quelque chose, on puisse clairement dire cela dans la loi. Nous avons voulu aussi de ça. Nous avons voulu que, au plan des investissements, que les communes, vous voyez, le maire, vous avez vu des maires du Bénin, des maires qui n'ont même pas de véhicule de fonction. Alors que d'autres maires ont des véhicules haut de gamme. Les villes n'ont pas, Justement, oui. Vous avez des maires qui sont présents de ce nombre de choses où vous avez le chef de la sécurité scolaire, vous avez le médecin-chef de la commune qui ont des véhicules de l'État. Le maire n'a pas un véhicule de fonction. Alors que le maire au Bénin est en même temps représentant de l'État. Dans d'autres pays, il y a le maire élu, il y a le délégué de l'État. Parlant de l'État, on a estimé que ces choses-là doivent être corrigées et que l'État puisse véritablement accompagner. La loi fixe un minimum. La loi fixe un minimum d'attributs qu'on doit donner au maire pour qu'il puisse jouer. On ne peut pas dire forcément que... C'est comme vous voyez au Parlement béninois. Vous avez, on dit, dotation pour véhicule. Vous avez une dotation que vous allez payer tout au long de votre mandature. C'est un montant. Mais ça n'empêche pas d'autres députés de compléter plus et acheter des véhicules. Mais il y a un minimum, on doit pouvoir dire, tout maire doit pouvoir rouler dans d'un type de véhicule. C'est important. Sinon, c'est pas bien. Honorable, et on va finir avec ça parce qu'on me signale déjà que nous avons épuisé le temps imparti à cette émission. Et il me semble que les maires qui se sont battus pour être maires ont sans doute gaspillé leur énergie et peut-être aussi leurs moyens parce que l'initiative du gouvernement est en train de mijoter tout doucement dans les coulisses. Il y a une agence désormais qui va gérer les collectivités locales. Du coup, ça limite un peu les marges de manœuvre des futurs maires, même si, me semble-t-il, on va améliorer leurs conditions de vie et de travail. Appréciation rapidement sur cette initiative. Je ne pense pas qu'il y aurait une agence qui va gérer les communes. S'il y avait une agence qui gérait les communes, on n'aurait pas fait les élections. Donc, il peut y avoir des agences qui vont accompagner l'action communale. Parce que l'action communale a besoin d'être accompagnée. Mais dans les limites des compétences des prérogatives. Au-delà du ministère qui peut mettre à disposition peut-être sa collaboration, ses cadres, etc. L'accompagnement peut consister à empêcher les maires de jouer les premiers rôles. Aller installer des agences. C'est de ne pas rogner sur les compétences des communes. Un maire une commune peut contractualiser avec une agence pour rentabiliser ou accélérer les investissements. Il n'y a rien de normal. Si l'État peut aider les maires à cela, pourquoi pas? L'essentiel, c'est que nous, on attend. S'il y a quelque chose comme ça qui vient, qu'on attend, qu'on lise clairement pour voir si cela ne vient pas pour contredire un peu l'action des maires sur le terrain. Rappelons que les maires sont élus, la loi est claire, et par rapport à ça, je ne vois pas quelque chose qui... Mais vous avez dit ici qu'ils ont gaspillé de l'argent, des ressources. Non. Ils n'ont pas gaspillé d'argent, des ressources. Ils ont fait valoir leurs compétences pour assurer leurs fonctions. En fait, ils n'ont pas été élus. Quand la politique dépense autant pour être élu à un poste, c'est dans l'espoir de rentabiliser. C'est ce que vous croyez. Vous comprenez qu'il y a un gap, il y a un fossé énorme dans ce qu'on peut mettre pour la campagne et ce qu'on peut obtenir lorsqu'on est en fonction. En tout cas, je sais de quoi je parle. C'est devenu sacerdotal maintenant la fonction politique. En tout cas, je vous souhaite que vous vous essayez à cela et vous comprendrez ce que je dis. Je vais vous laisser conclure cette émission, mais en répondant à cette toute dernière question, honorable Agoncan, à quand votre prochaine question d'actualité ou question orale à l'endroit du gouvernement dans le sens du contrôle de l'action gouvernementale? Les élans de Danda Sossou se sont amoindris ces derniers temps. Non, pas du tout. Il y a des questions. Vous avez des questions qui sont là, qui sont sur la table du président Vravonu. Mais comment pouvons-nous savoir si ces questions ne sont pas programmées, qu'on ne voit pas, on ne voit aucun ministre aller devant les députés, ce qui t'a peut-être bavé ou être éprouvé par des questions. C'est aussi ça le rôle de l'Assemblée nationale. Comment pouvez-vous dire ça? Oui, mais on a le sentiment que l'Assemblée nationale a aboli cette prérogative. Alors comment pouvez-vous dire ça alors que récemment, sur les questions de transhumance,
On a eu un débat chaud au Parlement. Oui, mais Comment on dit ça? transhumance. Vous voulez quel... Bon, de grâce. Il y a tellement de sujets. Mon cher Tanguy, Oui. dans la foulée de la semaine, aidez-moi. Si vous avez un sujet que vous pensez. Il y a l'actualité. Vous ne suivez pas l'actualité, honorable. Le problème que vous devez je vais vous dire une chose qu'il faut quand même qu'on explique. Lorsque moi je suis député de l'Union progressiste, membre de la mouvance présidentielle, j'ai des questions qui me taraudent, que les populations me posent. Et que j'ai la possibilité de discuter avec un ministre, un membre du gouvernement, qui est en charge du dossier. Et que je trouve une solution que j'expose aux hommes. Mais pourquoi voulez-vous que dans une démarche de one-man show, je vienne au Parlement parce que la loi l'a prévu. Mais c'est tout ce qu'on prévoit qu'on fait. La loi a prévu que vous interpellez les ministres à l'Assemblée nationale, qu'ils puissent expliquer. Mais on le fait. Mais nous sommes pour la communication de l'Assemblée, faites-le. Et ça montre aux citoyens, c'est de ça que nous parlons. Mais franchement, je voudrais plutôt, ma position aujourd'hui est beaucoup plus le député progressiste que le député tout court. Oui. Dire que l'Union progressiste a, avec le soutien des populations, engrangé une victoire certaine pour ces élections municipales. Plaise à Dieu que nous continuons sur cette lancée. Nous avons gagné les législatives, nous avons gagné les municipales et nous gagnerons certainement les présidentielles. Nous avons estimé que... Vous avez déjà un candidat? Vous ne savez pas? Non, non, vous l'avez pas rendu public. Ah ouais. On vous le dira. Pourquoi pas maintenant? On vous le dira. On vous le dira. Mais chaque chose a son temps. Oui. Vos maires pourront-ils parrainer les candidats? Sont-ils libres pour apposer leur signature sur des parrainages, ou bien ça aussi c'est décidé par le parti? Le parti, c'est les maires, c'est nous tous. Donc si c'est décidé par le parti, la procuration. Il n'y a pas de député, moi je n'ai pas été élu sur la liste de Tantampion, je suis allé sur la liste progressiste, et je dis que nous avions eu des maires, nous avons eu des agents aux maires que nous avions mis en route, à travers un certain nombre de communications qui les amènent à affronter avec beaucoup plus d'aisance la mission qui est la leur. Et nous aurons, à l'approche des présidentielles, des députés qui seront briefés sur le contenu. Avez-vous déjà été approché? Il paraît qu'il y a des milliards qui circulent déjà pour payer des parrainages de députés. Avez-vous déjà été approché? Milliards, franchement. 100 millions le parrainage. Vous semblez bien tenté. Parlez-moi de milliers. Parlez-moi de milliers. C'est quand même alléchant, 100 millions pour parrainer. C'est bien plus que ce qu'un député gagne pendant son mandat, non? C'est vrai. Si on allait regarder que ça, il y a longtemps qu'on ne serait pas à la place que nous sommes aujourd'hui. N'est-ce pas? Honorable Agida Sagonkan, député de l'Union progressiste à l'Assemblée nationale, merci d'être passé sur ce plateau. On retient avec vous qu'il y a sans doute un peu plus de peur que de mal à l'Assemblée nationale. Les tests ont été faits, vous l'avez fait en tout cas, et que l'Assemblée nationale a été désinfectée. On attend que le résultat soit rendu public pour qu'on sache concrètement quelle est la situation. À ce niveau-là, merci également. Vous avez partagé avec moi, je vous le rappelle rapidement, les orientations de l'Union progressiste à l'endroit de ces maires pour faire en sorte que les maires qui ont élu, les villes qui ont élu les maires progressistes soient mieux gérées, n'est-ce pas? Merci à vous. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Merci Tanguy à gauche. Je rappelle que cette émission a été également retransmise sur des radios partenaires à l'intérieur du pays, mais aussi sur le www.canal3télévision.com. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments devant Canal 3. Bien au revoir.